Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fibromyalgie. Je vais vous donner des conseils et j'espère pouvoir vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie, peut-être mieux la comprendre, peut-être aussi mieux la soulager. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge, c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi ce qu'on se fait dire trop souvent lorsqu'on a notamment la fibromyalgie et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. 5 choses à savoir sur la fibromyalgie. Il y a beaucoup de choses à dire sur la fibromyalgie. Je veux vous en présenter 5 qui sont tirées de nouvelles données scientifiques et aussi des éléments qui peuvent peut-être nous aider aussi à mieux comprendre notre réalité, parce que la réalité de chaque personne qui souffre de fibromyalgie est souvent différente. Alors, je vous présente 5 choses à savoir et on commence avec la première. Les principaux symptômes de la fibromyalgie, ce sont les douleurs musculo-squelettiques généralisées. Et lorsque je dis généralisées, ce n'est pas qu'il y en a partout systématiquement au même endroit, mais il y a des douleurs qui sont présentes à plusieurs endroits, des douleurs musculo-squelettiques, donc aux muscles, au squelette, aux os. Il y a aussi l'autre symptôme qui est très fréquent, c'est la fatigue. Et il y a aussi l'altération des capacités cognitives. Lorsqu'on parle de capacités cognitives, on parle de mémoire, on parle de concentration, de capacité d'analyse, de vitesse de traitement de l'information. Il y en a d'autres, des capacités cognitives, mais elles sont parfois ou souvent altérées, à certains moments en tout cas, chez les personnes qui souffrent de fibromyalgie. Et j'ai mis aussi un petit commentaire supplémentaire. De 30 à 50% des patients, c'est beaucoup, sont aux prises, des patients qui souffrent de fibromyalgie, qui sont aux prises avec d'autres symptômes, comme l'anxiété, la dépression. Les paresthésies, ce sont des sensations qui sont anormales. On peut les décrire comme des engourdissements. En anglais, on va utiliser le terme numbness. Donc, c'est une forme d'engourdissement, disons. Et donc, il y en a plusieurs autres symptômes qui ne sont pas dans les 3 principaux que je vous ai nommés. Il y a aussi le brouillard mental. Et j'aimerais ça, je suis vraiment très curieux de lire votre définition ou comment vous le vivez, ce brouillard mental, si vous êtes aux prises avec la fibromyalgie, c'est cette façon de... Pas cette façon, mais ce qui se passe en fait quand on a un brouillard mental, on a les idées un peu moins claires, on a l'impression d'avoir la tête lourde. Et là, il y a d'autres façons, d'autres termes que les patients vont nous donner pour décrire cette sensation de brouillard mental. Et je suis vraiment intéressé à lire vos commentaires et surtout à ce que les autres internautes lisent vos commentaires pour peut-être être enrichis aussi de l'expérience de tous et de toutes. Deuxième chose à savoir sur la fibromyalgie, et ça c'est important, la fibromyalgie coexiste souvent avec d'autres maladies et son diagnostic différentiel, c'est-à-dire lorsqu'on évalue la personne, on élimine certains problèmes de santé, par exemple tout ce qui est cardiovasculaire, tout ce qui est, je ne sais pas, AVC. Donc, on va vraiment, le médecin va vraiment faire une évaluation exhaustive pour éliminer, donc faire un diagnostic différentiel. Et peut être difficile à poser parfois parce qu'il y a des symptômes de maladie qui peuvent se ressembler. Par exemple, si on a de l'arthrite, parfois ça peut ressembler à de la fibromyalgie et vice-versa. Parfois, ce n'est pas si net que ça. Bien sûr, lorsqu'on regarde les définition officielle des maladies, oui, on voit une distinction, mais cliniquement, lorsqu'on a un patient devant nous, ce n'est pas toujours aussi simple. Donc, souvent, la fibromyalgie coexiste avec d'autres maladies. Alors, peut-être que c'est votre cas et il ne faut jamais oublier cet aspect-là de la fibromyalgie. Troisième point, il n'y a pas de différence significative dans la gravité de la maladie entre les âges, bien que les plus de 71 ans, c'est le protocole de cette étude-là, présentent plus souvent une fonction physique plus faible. Donc, on peut avoir la fibromyalgie à tous âges et les symptômes ne sont pas plus marqués à un âge ou un autre. Peut-être que pour certaines personnes plus âgées, au-delà de 71 ans, la fonction physique, donc nos capacités physiques est plus faible. Vous voyez la référence de l'étude. C'est toujours comme ça dans mes vidéos. J'inscris
à l'écran le titre de l'article et avec le titre de l'article, vous pouvez trouver l'article facilement. Ce sont des articles qui sont gratuits, qui sont accessibles. Donc, vous allez pouvoir le lire. C'est en anglais. Vous pouvez utiliser des outils pour traduire l'article pour au moins vous donner une idée et lisez au moins le résumé. Souvent, dans le résumé de l'article, c'est écrit souvent de façon à ce qu'on puisse tous comprendre, même si on n'a pas une formation scientifique, par exemple. Alors, c'était le troisième point. Le quatrième point que je vais vous présenter, il y aurait une corrélation positive entre les mesures de masse grasse et le niveau d'atteinte. Donc, plus on a du tissu adipeux, de la masse grasse, mais plus on est à risque, disons, d'avoir la fibromyalgie, et il y a une corrélation inverse ou négative qui existerait entre le volume musculaire et l'échelle de gravité des symptômes. Alors, si je veux vraiment résumer, plus la masse grasse elle est élevée, plus le risque augmente, si on veut le dire comme ça, de fibromyalgie, et plus la masse musculaire est élevée, ben, c'est l'inverse, plus le risque diminue. Et là, j'ai choisi délibérément cette illustration-là parce qu'on peut aussi avoir beaucoup de masse grasse et aussi beaucoup de masse musculaire. Ce n'est pas un ou l'autre. Souvent, c'est moins de masse musculaire avec plus de masse grasse, mais c'est pas automatique. On peut prendre de la masse musculaire et c'est souvent souhaitable lorsqu'on a la fibromyalgie. Et un cinquième point que je voulais vous présenter, le microbiome intestinal est un élément prometteur pour mieux comprendre la fibromyalgie, présente apparemment des différences uniques qui ne peuvent pas être expliquées par l'apport alimentaire. Et ça, ce sont des questions qui me sont souvent posées par rapport à l'alimentation. Et il y a par exemple Linda qui pose la question, est-ce que les muscles mous ou les muscles lisses du tube digestif sont aussi touchés par la fibromyalgie, la colopathie fonctionnelle? Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas répondre à cette question-là précisément, Linda, mais il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent au microbiote, qui s'intéressent aux intestins, en lien avec les phénomènes inflammatoires, en lien avec la fibromyalgie. On le voit à l'écran, les personnes qui ont la fibromyalgie auraient des particularités, si je peux le dire comme ça. Ici, je continue toujours avec mes 5 choses à savoir, toujours sur le microbiote ou le microbiome, si vous préférez, et la référence scientifique, elle est différente. Les personnes atteintes de fibromyalgie présentent des modifications dans l'abondance relative de certaines bactéries qui mobilisent les acides biliaires. Ces altérations sont associées à la gravité des symptômes. Je vous le dis souvent, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la fibromyalgie et de faire un lien avec la fibromyalgie, le cerveau, l'intestin, c'est essentiel. Je vais y revenir dans d'autres vidéos, dans d'autres directs, peut-être avec un médecin, peut-être avec un ou une nutritionniste, mais c'est important de ne jamais oublier l'importance de l'intestin, de l'alimentation dans un contexte de fibromyalgie. Alors, c'était les 5 choses à savoir sur la fibromyalgie. Bien sûr, il y en a d'autres et je vais vous en présenter d'autres, mais ça donne quelques éléments et je sais que parfois, ces quelques éléments-là peuvent stimuler la réflexion par rapport à notre propre condition. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de vidéos sur la fibromyalgie, des programmes d'exercice. Je vous invite à les consulter et à les adapter à vos capacités physiques, à votre condition qui peut varier d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Donc, gardez ça en tête que c'est nécessaire d'adapter les exercices que je vous propose sur ma chaîne. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, j'espère que les exercices que vous trouvez sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo, ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, c'est normal à votre âge, et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt.